Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui remplace une autre vidéo que je voulais intituler La peur, tout simplement parce que la peur est, je dirais presque un point commun, un point culminant qui explique les positions actuellement très véhémentes, très brutales, très violentes, très haineuses, très colériques. Par rapport à certains sujets, et plus particulièrement évidemment aux États-Unis, à l'élection de Donald Trump. Preuve en est, c'est que même en France, vous avez des médias qui aujourd'hui s'efforcent de faire une caricature très accentuée sur ce que va être l'administration fédérale à partir du 20 janvier. Sauf qu'entre-temps, il y a des choses qui sont arrivées. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo où je parlais, entre autres, de la menace de Zelensky de vouloir se procurer la bombe nucléaire et l'utiliser contre la Russie si les États-Unis arrêtaient de soutenir le régime de Kiev. Là, on a appris que Joe Biden a finalement autorisé l'usage de missiles à longue portée pour permettre à Zelensky de frapper la Russie vers l'intérieur. C'est-à-dire des missiles qui ont, je crois, un range de 300 km. Alors, 300 km à partir de la frontière ukrainienne, je suis même pas certain que ça peut atteindre Moscou. Peut-être, je ne sais pas. Mais force est de constater que dans la situation du conflit, ça change de nouveau une donne. Parce que ce sujet des missiles à longue portée avait déjà été abordé et avait été plus ou moins balayé par la Maison-Blanche et confirmé par l'OTAN comme quoi, non, on veut bien aider l'Ukraine, mais il ne faut pas pousser non plus. Or là, on a aussi Blinken, qui est le secrétaire d'État sortant, qui a rencontré Zelensky, je crois, et qui a assuré de nouvelles aides de la part des États-Unis vers l'Ukraine, en sachant qu'il y a déjà un accord de signé pour près de 2 milliards de dollars. Alors là, on se pose la question, on se dit, est-ce que l'administration Biden n'est pas en train d'essayer de vider les caisses avant le 20 janvier ? Mais bon, c'est un tournant. C'est d'autant plus un tournant que, vous le savez, certains l'ont dit, au détriment de ce que d'autres ne veulent pas qu'on dise, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris qui aurait pu être élu, les discussions, les pourparlers sont déjà en cours pour essayer de trouver un accord entre Moscou, Kiev et l'OTAN. Et évidemment, indirectement, la Maison-Blanche, c'est-à-dire les États-Unis. Parce que, finalement, il se produit ce que je vous avais dit depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment donné où Poutine va fixer le conflit, c'est-à-dire qu'il va jouer une grande portion de position et de logistique défensive. Preuve en est, c'est que l'année dernière, en 2023, on nous avait promis la grande offensive et finalement, la grande offensive, elle s'est pété le nez contre les forces de défense russes. On a pénétré pour sauver les meubles la Russie du côté de Koursk. Là, actuellement, c'est la bataille pour que les Russes récupèrent ces territoires et repoussent finalement les Ukrainiens dans leurs frontières. Alors le problème, c'est que tout ça, on va être d'accord, tout ça c'est pour sauver les meubles, pour sauver les apparences. Et essayer de cacher à l'opinion que finalement l'Ukraine ne récupérera jamais la Crimée et ne récupérera jamais le Donbass. Ils n'en ont pas les moyens. Sauf s'il y a une intervention de l'OTAN, une intervention donc des Occidentaux sur le territoire même
de l'Ukraine. Ce qui pour l'instant est impossible, parce qu'on sait que si jamais on le fait, ça veut dire que la Russie se sentira agressée, et si elle se sent agressée, elle peut déclarer la guerre à l'OTAN. Et puis là, je vous donne 20 minutes pour essayer de trouver un endroit pour ne pas vous faire désintégrer par une bombe nucléaire. Parce que, c'est le jeu de la géopolitique. On ne peut pas traiter un pays, aussi belliqueux soit-il considéré, de la même façon quand il a l'arme nucléaire que quand il ne l'a pas. Et ça, on a l'impression parfois chez des gens sur les réseaux sociaux, les commentateurs sur les plateaux de télé, etc., on a l'impression que c'est quelque chose qui est complètement abstrait chez eux. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que j'ai vu passer un reportage sur BFM qui montre que à Kiev, la police est en train d'essayer d'incorporer de force des jeunes Ukrainiens dans l'armée. Alors c'est marrant parce que c'est une notoriété publique, on le sait depuis très longtemps. Puisque, comme vous, c'est pareil, je l'avais dit, il y a un moment donné où l'armée ukrainienne n'aura pas suffisamment d'hommes pour mettre derrière les armes que nous leur envoyons. Preuve en est, c'est que maintenant, on a une constitution d'un régiment international, un peu comme ce qu'on a fait dans d'autres guerres. Souvenez-vous, la guerre d'Espagne. C'était une guerre civile, mais ça a été aussi un terrain dans lequel la communauté internationale, aussi bien d'un côté que de l'autre, s'est intégrée, puisqu'on a même les nazis avaient profité de l'occasion pour envoyer des armes, mais qui étaient en fait des armes, on va dire, pour les tester en terrain réel. Je pense particulièrement, par exemple, au Messerschmitt. Donc, si vous voulez, c'est toujours risqué. C'est d'autant plus risqué quand vous savez que de toute façon les Américains n'enverront jamais des hommes se battre avec les Ukrainiens, surtout maintenant avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Parce que les dernières grandes guerres, moi j'appelle ça des croisades, que ce soit là, l'Irak, la Somalie, l'Afghanistan, l'ex-Yougoslavie, plus particulièrement avec le Kosovo, etc. Il y a un moment donné où ils se sont rendus compte que, ok, on a la supériorité technologique, logistique, matérielle, mais une fois qu'on a le terrain, mais le terrain on ne le maîtrise pas, tant que vous avez une guérilla, tant que vous avez des forces d'opposition, demain, vous allez envahir Israël et Palestine, vous allez dire, tout le monde, Mais le problème, c'est que du côté des Palestiniens comme du côté des Israéliens, vous allez vous retrouver en face de groupes armés qui vont jouer le terrorisme, qui vont jouer la guérilla. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les Américains ont fini par partir d'Afghanistan, parce que c'est indémerdable. Vous pouvez rien faire. À moins d'avoir les moyens, les technologies pour créer un génocide total de tout ce qui pourrait être en opposition. Mais je dirais même en Afrique, les pays qu'on veut essayer de pacifier, parce que ce sont des pays qui sont constamment dans des guerres tribales, on n'y arrive pas. Donc ça devient compliqué. Et évidemment, ça rejoint un peu ce que je disais dans cette vidéo que vous ne verrez pas, c'est que, vu la peur de certaines personnes qui se sont ancrées dans des convictions, dans des idéologies, et qui ont cru que celles-ci étaient symboliquement irréfutables, étaient la référence, étaient celles qui devaient s'imposer en tout et pour tout, ils se rendent compte que ça perd du terrain, que ça se décrédibilise, que c'est en pleine déliquescence. Là, aux États-Unis, vous avez une étude qui a révélé que la grande majorité des électeurs de Donald Trump sont des gens non diplômés, sans grande qualification, sous-entendant trop populaires, des gueux, des incultes.
Alors attention, moi je défends la position que dans une démocratie, il faut être logique avec soi-même. On donne des droits à tout à chacun, quel que soit son niveau, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses idées. Parce que ça fait partie du débat démocratique. Or, on sent bien que de plus en plus de gens aujourd'hui sont en train de, sans s'en rendre compte d'ailleurs, sans en prendre conscience, de remettre en question ce fondamental de la démocratie. Parce que c'est ça le problème, c'est que dans leur colère intérieure, dans leur véhémence, dans leur haine, on ne sait pas aujourd'hui où est-ce que ça va aller. On fait des prédictions, on suppose, de par les caractères, les personnalités, les historiques des gens qui vont être au pouvoir aux États-Unis à partir du 20 janvier, on extrapole. On dit oui, regardez les casseroles qui traînent, oui, regardez, celui-là, il est pro-ceci, celui-là, il est... comment dire, c'est un extrémisme, un conservateur, il est contre ceci, contre cela, etc. Excusez-moi, mais si on en revient à l'essentiel, j'ai envie de dire, combien de gens qu'on a dit qu'ils étaient extrémistes ont finalement fait des choix extrémistes ou pris des décisions extrémistes? Pas tant que ça, hein. Déjà, je vous le dis, en 2016, lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, il y avait déjà des gens qui disaient « Oui, vous verrez, il va interdire l'avortement ». L'avortement, il n'y a pas touché. Hein. Ceux qui ont touché, c'est la Cour suprême. Mais sous quelle demande ? Encore une fois, attention, hein, je ne défends pas Donald Trump, je ne dis pas qu'il va faire des super trucs, je ne dis pas que c'est le meilleur président des États-Unis d'Amérique, je ne dis pas que cette administration, que ce soit Muntz, que ce soit même Tulsi Gabbard, qui me semble être la plus équilibrée dans l'eau, pas sûr qu'elle puisse faire ce qu'elle a l'intention de faire ou les ambitions qu'on lui donne. Parce que moi, je vous le dis, hein, j'ai vécu les 4 ans de Donald Trump. Il y a des choses, en effet, qu'on lui a critiquées, etc. Mais je rappelle quand même qu'il a fait d'autres trucs qu'aujourd'hui, certains préfèrent plutôt ignorer, occulter. Comme par exemple, c'est quand même lui qui a fait passer un décret présidentiel interdisant toute forme de discrimination à l'embauche. C'est-à-dire une loi pour protéger les Afro-Américains. Et après, on vient dire, oui, le mec, il est raciste. S'il était raciste, pourquoi est-ce que des Afro-Américains et des Hispaniques ont voté pour lui ? Pourquoi à Dearborn, le comté le plus concentré de musulmans, qui plus est lié à des mouvances avec les frères musulmans, ont voté Donald Trump ? Sachant que Donald Trump est un pro-israélien. Attention, pro-israélien, est-ce qu'il est pro-sioniste ? Oui, il l'est. On va pas se mentir. Les sionistes ont tellement de pouvoir que ce serait suicidaire pour lui de ne pas considérer une position plutôt pro-sioniste que seulement pro-israélienne. Et donc, oui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., ça s'émeut, ça devient véhément. Et comme je vous le dis, avec cette étude qui a été faite, qui considère que la grande majeure partie des Américains qui ont voté pour Donald Trump sont des Américains de la classe populaire, ouvrière, peu qualifiée, sous-diplômée. Et encore, quand je dis sous-diplômé, je réduis un petit peu le trait, hein, parce que là, c'est carrément non diplômé.
eh ben, il y a des gens qui sont en train de relayer cette information-là, mais avec... Alors, ils font gaffe quand même de ne pas le dire ouvertement, mais on sent bien quand même le sous-entendu que, finalement, est-ce que ces gens méritent d'avoir le droit de vote ? Est-ce que ces gens dont on a la démonstration que ce sont des crétins ne sont pas des problèmes pour la démocratie ? Et là, tu te dis... Putain, mais ces gens-là, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se rapprocher de plus en plus à l'idée des sociétés dystopiques, qui consistent à créer des sociétés de caste, c'est-à-dire que suivant comment tu nais, si tu nais bien ou pas bien, on te classifie dès la naissance, et suivant la classification que tu as certains droits, et d'autres ont plus de droits que toi. Ce qui est assez effrayant, de voir ça dans un pays qui est le pays des droits de l'homme, qui est le pays du peuple unique et indivisible, des libertés individuelles, de la liberté d'expression, d'opinion, etc. Et tu as ces gens-là, qui sont souvent d'ailleurs les premiers à te rappeler la référence, oui, ces pays-là, les droits de l'homme, blablabla, etc. Mais qui sont en train tout simplement de glisser dans une forme de totalitarisme idéologique qui consisterait à considérer la qualité d'un individu pour avoir accès au droit de vote, pour avoir accès au droit de participer à la démocratie. Quand je vous dis que la peur finit par mener des gens à dire des conneries, le problème c'est qu'ils y tiennent à leurs conneries. Et quand tout d'un coup, vous les mettez devant l'évidence que peut-être ils ont dit une connerie, bon bah là, vous vous faites traiter de fachos, de menteurs, etc. C'est comme un mec là qui avait tweeté, oui, les scientifiques, suite au projet de... Alors c'est génial parce que il y en a qui sont en train de dire que Robert Kennedy Jr. voudrait suspendre des recherches dans les maladies infectieuses, etc., pour concentrer les moyens sur les recherches pour les maladies type Alzheimer, etc. Eh ben, il y en a, ils mettent la vidéo, sauf que dans la vidéo, c'est pas ce qu'il dit. Il dit suspendre, en effet, mais suspendre les recherches publiques, pas privées. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on va dire que quasiment 70% des recherches médicales sont du secteur privé. Moi, j'ai jamais entendu, par exemple, Robert Kennedy Jr. dire libéraliser les brevets, par exemple. Parce qu'on le sait qu'il y a plein de laboratoires de recherche qui dépendent de laboratoires privés, de sociétés d'assurance santé privées qui ont des laboratoires de recherche. Et je le sais parce que j'ai un couple d'amis qui, eux, travaillent dans la recherche et ont même travaillé d'ailleurs sur le Covid. Et ils me disent, il y a des fois des recherches qu'on fait, on a des bonnes voies, on trouve des trucs, sauf que les trucs, évidemment, sont tout de suite brevetés, et les brevets, on les fout dans un placard. Pourquoi ? Parce que la faisabilité de pouvoir trouver un remède, un médicament, un traitement vis-à-vis d'une maladie, bah oui, mais le problème, c'est que si on soigne la maladie, c'est-à-dire qu'on réduit le business, comprenez que si jamais demain on trouve un remède contre le sida et qu'on soigne tous les gens qui ont le sida, vous comprendrez que tous les laboratoires qui vendent les trithérapies, etc., bah, ils vont faire le deuil des chiffres d'affaires qu'ils font sur ces traitements. Ah bah oui, non mais ça existe. Mais par contre, j'ai pas entendu Robert Kennedy Jr. dire oui, tous les brevets, on va les libéraliser parce que... Non, il n'a jamais dit ça. Pourtant, il pourrait le dire, hein, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, pourquoi ? Parce qu'on est aux États-Unis et qu'aux États-Unis, les lois en général protègent la propriété. Qu'elle soit la propriété du brevet, la propriété intellectuelle, etc., etc. En revanche, quand il dit réduire les budgets sur la recherche des maladies infectieuses, etc.,
c'est aussi parce que sous Fauci, il y a quand même pas mal de laboratoires qui s'en sont mis plein les poches. Mais ça, évidemment, ces gens-là vous le disent pas. L'interrogation, de toute façon, elle est toujours là. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, ça se trouve peut-être qu'il va y avoir un gros fossé, voire même un canyon. Je veux dire, en France, on est habitué aux promesses, etc., qui ne sont pas tenues et qui font que finalement, c'était beaucoup de bruit pour rien. Sauf que oui, parce que c'est Trump, parce que c'est l'administration, avec des gens essentiellement de la société civile, donc ça rentre pas dans le sérail. Donc là, forcément, c'est mauvais. Et puis la peur aussi pour des gens qui vivent dans leur petit confort, dans leurs petites idées. Alors quand je dis confort, c'est aussi bien au sens propre que au sens figuré. C'est-à-dire le petit confort matériel que leur procure une façon dont la société tourne, plus particulièrement les gens qui ont le bénéfice de la subvention. Si demain la France s'effondre, les subventions, c'est terminé, c'est plus d'argent dans les caisses. Je veux dire, l'expression qu'ils disent, la libanisation du pays, ou l'effet grec, je suis désolé, mais c'est ce qui est en train de se passer en France. Donc ceux qui ont voté Macron, ceux qui sont en train de cracher sur Trump, etc., le jour où ils ne pourront plus avoir le bénéfice de toutes les aides, les subventions, les aides sociales, etc., parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Merci qui ? Moi, quand en 2015, 2017, 2015, 2016, je ne sais plus, quand Donald Trump allume les pays de l'OTAN pour leur dire, dites les gars, vous avez signé un contrat, le contrat c'est de mettre au moins minimum, je crois, 2% de votre PIB dans le financement de l'OTAN. J'ai arrêté de compter sur les États-Unis pour boucher les trous et remplir les caisses. Alors ma question, je vous pose, est-ce qu'il a raison ou il a tort ? Quand tu signes un contrat, tu signes un engagement. Si tu ne respectes pas l'engagement, c'est normal que tu en aies un qui vienne te tirer les oreilles, non ? Ouais ou faux ? Alors oui, je sais, le personnage n'est pas parfait, le personnage a beaucoup de casseroles, a beaucoup de... On parle des procès, ben oui, mais je veux dire, le procès avec Marine Le Pen, c'est un très bel exemple. Ça n'aurait pas été Marine Le Pen, peut-être que les réquisitoires auraient été plutôt à la mesure, à la hauteur de ce qu'on sait, de ce qui se pratique. Parce qu'attendez, on va être d'accord, ce qu'on reproche aujourd'hui au Rassemblement national, au niveau du Parlement européen, vous croyez que c'est les seuls ? Vous croyez que c'est les seuls à s'en mettre plein la poche ? À détourner les fonds ? Tiens, le LFI là, qui s'est fait choper, acheter de la drogue à un gamin de 14 ans, aujourd'hui on sait qu'il s'achetait sa drogue avec l'argent de ses frais de représentation, de ses frais de député. Ah ben non, non, c'est pas la même chose. Alors, moi je vous dis, tous ces gens qui sont en train de chialer, de nous traiter, nous les gens qui savons faire preuve un petit peu de recul, de raisonnement, et qui nous chient dessus, qui nous insultent. Mais ces gens-là, c'est pareil, ils sont les premiers à pleurer, à dire oui, X devient une succursale de l'extrême droite. Mais alors qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'es encore sur X ? Ouais, je me fais traiter de tous les noms, machin. Mais si tu te fais traiter de tous les noms, c'est parce que t'arrêtes pas de sortir que des conneries. Ou tu refuses de voir la réalité en face. Mais bon, ceci dit, pousser des gens à vivre dans le déni, pousser des gens à vivre dans des fantasmes, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan de monter les gens les uns contre les autres. Et une fois qu'on aura bien saupoudré, une fois qu'on aura bien fait chauffer, et que les gens vont commencer à s'entretuer, une fois que le sang va commencer à couler,
Ça me fait beaucoup rire actuellement, le match de rugby, où tout d'un coup on dit regardez, un match de rugby, tout s'est bien passé. On a chanté la Marseillaise. Et même sur les réseaux sociaux, t'en as qu'ont trouvé le moyen de dire oui, mais de toute façon, dans le rugby, on sait que tous les fans de rugby, les supporters de rugby, c'est des gens d'extrême droite. Vous rendez-vous compte à quel point ces gens sont malades? Et ces mêmes gens qui sont malades et qui, limite, seraient d'accord de supprimer des droits civiques à des gens sous prétexte parce que pour eux, ils ne votent pas bien, le jour où on va leur dire peut-être que vous aussi, vous ne votez pas bien. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas équilibré. Et du fait que ça fait depuis des décennies qu'on vous conforte dans cet état d'esprit, mais qu'aujourd'hui cet état d'esprit commence à partir à volo, partir en déliquescence, parce que y a un renforcement d'une position populaire, un renforcement d'une partie de la population en colère contre l'establishment, en colère contre les bien-pensants. T'auras raison, hein. Ouais, c'est le rat des villes et le rat des champs. C'est exactement ça. Sauf que malheureusement, proportionnellement, si on commence à mesurer les forces, les possibilités, les capacités, je suis désolé pour les bien-pensants urbains, vous êtes totalement en inadéquation à une situation de guerre civile. Parce que si on vous instrumentalise pour la pousser, si on vous envoie sur le front, votre espérance de vie, je leur donne pas cher. C'est ça qui est génial. Ce qui est génial, c'est que tous ces gens qui, parce que derrière des réseaux sociaux, derrière des pseudos, derrière des comptes, se permettent. Mais le jour où tout d'un coup la réalité les rattrape, le jour où la réalité les confronte à leur véhémence, à leur violence, à leur laisser-faire, vous me direz, il y en a même encore qui sont, de toute façon, ils sont perdus. Intellectuellement, ils sont perdus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les référents. Ils n'ont pas la capacité à un moment donné de se remettre en question. Ils n'ont pas la capacité à un moment donné de prendre du recul et de se dire oui, peut-être que là, j'ai eu tort. Et qu'en effet, la réalité est que. Non. Parce qu'ils vivent, je vous dis, dans ces petits cocons, dans ces petites communautés, dans ces petits univers où tu n'as pas le droit de penser autrement que leur pensée unique, leur bien-pensance. Alors comme leur bien-pensance aujourd'hui elle est menacée parce qu'il y a de plus en plus de fortes proportions dans le peuple qui commencent à les remettre en question, qui commencent à ne plus les écouter, qui commencent à les bousculer. Je vais vous dire, à un moment donné, si vous considérez que 74 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, qui je rappelle, en France vous êtes quand même 68 millions d'habitants, vous voyez la proportion ? Donc si c'est tellement facile derrière un compte X de traiter tous les Américains qui ont voté Donald Trump comme des idiots, des crétins, des imbéciles, qu'à la limite, allez, on va les embarquer, les arrêter, les foutre dans des trains, dans des camps de concentration, puis voilà, terminé. Ouais, ok, on fait ça. Mais ne vous autoproclamez plus défenseur de la démocratie, parce que c'est pas de la démocratie, c'est du totalitarisme. C'est de la dictature. C'est un génocide. Ceci dit, question génocide en ce moment. Allez, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, soyez prudents et gardez surtout l'esprit clair pour ne pas tomber dans les pièges de la facilité et de la complaisance. D'ici là, à très bientôt.